croire que c'est par le déplacement de pratiques ou par les petits pas que l'on va parvenir à réformer la société sans impacter en profondeur nos modes de vie, bah, déjà là, on est, dans une croyance et c'est relativement incohérent par rapport à ce que l'histoire nous dit. C'est qu'on prône le collectif dans une approche qui est, encore très, à la fois individualiste et égocentrée, qui permet d'un côté d'avoir une déresponsabilisation du collectif au profit d'une hyper-responsabilisation de l'individu, mais qui d'un autre, côté permet, de conserver la place de l'individu dans une société, hyper consumériste, non plus de la consommation de masse, mais d'une consommation éco-responsable qui est pour le coup encore plus élitiste, ou encore plus violente d'un point de vue symbolique que l'était, celle de la consommation de masse du siècle dernier. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! La consommation éco-responsable est un mythe au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire un récit fondateur et unificateur qui va donner un sens au chaos qui organise la réalité et donne un ordre à suivre par rapport à toutes les actions que l'on doit mener pour préserver les sociétés telles qu'on les connaît. Dans cet épisode, je vous invite à poser un nouveau regard sur l'évolution de nos modes de consommation et en particulier sur le développement de la consommation éco-responsable depuis quelques années, en prenant les lunettes d'une anthropologue experte du sujet. Fanny Parise est anthropologue, spécialiste des mondes contemporains et de l'évolution des modes de vie. Elle a consacré la dernière décennie à étudier les phénomènes de déconsommation. Elle enseigne à l'université en France et en Suisse. Elle est la créatrice du podcast Madame l'anthropologue et l'autrice du livre Les enfants gâtés. Allez, c'est parti! Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, je suis très très heureux de te recevoir pour discuter ensemble de consommation et notamment de consommation éco-responsable, un thème qui fait écho à ton livre Les enfants gâtés que j'ai lu avec grand plaisir et délectation, un livre que je recommande vraiment à tout le monde. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet en abordant un thème qui est central et par lequel tu débutes un petit peu cet ouvrage, qui est celui du capitalisme responsable. C'est une terminologie que j'utilise très souvent également, mais qui peut paraître un peu floue. Est-ce que tu pourrais peut-être la définir et nous dire qu'est-ce que c'est en fait le capitalisme responsable ? Alors, le capitalisme responsable, c'est une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. En pratique, c'est un modèle de pensée qui vient structurer nos sociétés, nos infrastructures et nos manières de voir le monde. Et ce qui est intéressant avec le capitalisme responsable, c'est que ça va permettre d'encapsuler différentes notions qui n'ont rien à voir, mais qui vont se confondre dans l'esprit des gens et auprès de l'opinion publique. On va, par exemple, de manière indifférenciée, parler de progrès et de valeurs progressistes, alors que le progrès qui va sous-tendre le mythe du progrès s'inscrit dans une approche techno-solutionniste, alors que les valeurs progressistes qui doivent nous amener vers quelque chose
de plus positif ou de plus vertueux, à la fois pour le collectif comme pour le vivant, vont renvoyer une réalité plurielle, à la fois des valeurs sociétales comme la justice sociale, la psychospiritualité ou l'engagement sociétal, mais également des valeurs davantage d'ordre écologique comme le respect de la condition et du bien-être animal ou du vivant et tout ce qui va être lié notamment aussi aux réductions énergétique pour diminuer l'empreinte carbone. Et avec ce capitalisme responsable, eh ben, on va indifférencier ce mythe du progrès et ces valeurs progressistes qui vont engendrer à la fois un certain nombre de contradictions dans la vie quotidienne et dans la manière d'organiser nos sociétés, mais qui vont également brouiller les frontières entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'espérer et l'ordre du réel autour de nos pratiques quotidiennes et autour de l'impact que vont avoir nos modes de vie sur la société. Donc le capitalisme responsable, c'est l'art de concilier les extrêmes pour donner une cohérence à notre vie quotidienne et à nos choix, qu'on soit dans une organisation, dans une institution ou dans nos routines quotidiennes. Et ce qui est intéressant avec le capitalisme responsable, c'est que si on a une grille de lecture un petit peu anthropologique, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire que l'on va mettre un pansement sur une réalité qui est compliquée par rapport aux enjeux et à l'urgence environnementale à laquelle on doit faire face aujourd'hui, en se disant bon bah c'est pas le capitalisme qu'on va apporter des solutions et en quelque sorte une voie de salut. Donc capitalisme responsable, une idéologie qui permet de faire coïncider un certain nombre de paradoxes, d'injonctions et de concepts antinomiques, mais qui semblent être un petit peu la même chose dans le langage commun et surtout qui permet de donner du sens à un quotidien assez incertain et un futur qui n'est pas forcément très souhaitable pour le moment. Un exemple peut-être qu'on peut prendre dans le capitalisme responsable, une de ses formes, ça va être la consommation éco-responsable. Arrête-moi si je me trompe. Est-ce que tu peux expliquer en quoi justement la consommation éco-responsable est un bon ou mauvais exemple en fait de ce qu'est Alors, le capitalisme responsable? Alors, la consommation responsable ou éco-responsable, c'est forcément un très bon exemple. Parce que moi, je suis anthropologue de la consommation et de l'évolution des modes de vie. Donc, tu te doutes bien que j'ai pas mal travaillé sur la consommation. Dans une société capitaliste comme la nôtre, hein, qu'elle soit responsable ou qu'elle soit juste capitaliste, la consommation, c'est un des points un petit peu central de notre vie quotidienne, que ce soit des objets, des services ou des expériences. Ça va structurer la vie quotidienne et toute la chaîne de production, distribution et du coup d'usage final autour de la consommation. Avec la consommation responsable, c'est un petit peu un miroir de toutes ces contradictions qui vont être hébergées et rendues cohérentes par le capitalisme responsable. Avec la consommation responsable, c'est l'espoir d'agir par rapport à ces pratiques quotidiennes sans pour autant avoir un mode de vie qui va être trop changé ou trop impacté pour pouvoir atteindre cette fameuse transition. En pratique, cette consommation éco-responsable renvoie à la notion de déconsommation qui vise à consommer moins pour se sentir mieux. Et lorsque l'on mène des études de terrain sociologiques ou anthropologiques sur ce sujet-là, on se rend compte qu'effectivement, on a un certain nombre de pratiques et d'habitudes de consommation qui ont changé auprès des personnes interrogées, mais qu'on est davantage dans des compensations ou dans des remplacements de consommation et qu'il est rarement question de consommer moins, mais même souvent de consommer plus parce que l'on consomme différemment. Donc en fait, on va avoir deux stratégies autour de la consommation éco-responsable qui vont illustrer ce phénomène. Le premier, c'est à l'échelle de l'individu qui, de toute bonne foi, croit consommer ou consommer moins via la consommation éco-responsable, mais en pratique, si on s'intéresse à l'ensemble des postes de dépenses et à la quantité, par exemple, d'objets ou de services auxquels il va avoir recours, et ben on se rend compte qu'on est rarement sur une diminution, mais plus sur une réorganisation. Et puis de l'autre côté, au niveau des firmes, des institutions qui vont promouvoir une nouvelle forme de consommation teintée d'éco-responsabilité qui va amener une nouvelle forme de désirabilité par rapport à la marchandisation du quotidien et qui vont amener des individus
à remplacer un produit A par un produit B qui va renvoyer des signes de l'éco-responsabilité. Et puis si on dézoome de ce qui va se passer au niveau des pratiques de l'individu ou des firmes, eh ben on se rend compte qu'il y a toujours autant d'objets, qu'ils soient matériels ou immatériels, seulement à la fois le statut de ces marchandises ont changé. C'est plus une fin en soi pour atteindre une certaine forme de prestige social, notamment par l'accumulation d'objets comme on a pu l'avoir au XXe siècle, mais c'est davantage un moyen d'atteindre un nouvel idéal de vie et qui va capitaliser sur les fameuses valeurs progressistes dont je te parlais précédemment, soit d'ordre sociétal ou soit d'ordre écologique, et qui va permettre un petit peu une consommation à la carte en fonction des valeurs des individus. C'est-à-dire que si on est très sensible à la justice sociale ou au respect de la condition de vie des animaux, on va se tourner vers certaines offres plus éco-responsables que d'autres, et à l'inverse, on va se détourner totalement d'autres produits ou d'autres secteurs d'activité qui vont mettre en avant d'autres bénéfices par rapport aux produits. Donc si je devais résumer de manière très succincte tout ce que je viens de te dire, c'est que l'éco-responsabilité, en termes de nouvelle désirabilité de marché, propose un certain nombre d'axes de réflexion qui vont susciter un intérêt différent pour les individus. Donc derrière ce capitalisme responsable et un petit peu cette bonne conscience autour d'une consommation qui se veut éco-responsable, et ben on est face à une infinité de choix et de stratégies, mais également d'interprétations, et ça auprès de tous les acteurs qui, à un moment donné, vont se donner tous à leur manière bonne conscience pour pouvoir se dire qu'on s'inscrit à travers à la fois ce fameux mythe du progrès, mais également ces valeurs progressistes qui sont en définitive éminemment personnelles, interprétatives, conjoncturelles et pour certaines très arrivistes. Alors c'est hyper intéressant. Il y a deux points sur lesquels je voulais revenir aussi. Deux termes. Tu parles à la fois d'idéologie pour caractériser le capitalisme responsable. Et là, tu viens de parler de mythe aussi, autour du mythe du progrès. Peut-être déjà commencer par le capitalisme responsable. Pourquoi parler d'idéologie en fait, sur le capitalisme responsable, et d'où est-ce qu'elle vient en fait, cette idéologie? Alors parler d'idéologie, lorsque l'on parle d'idéologie, ça va être toutes les croyances, toutes les idées et tous les dogmes qui vont structurer, un concept, une idée, et qui vont avoir un impact sur le réel et notamment sur l'organisation, de nos sociétés. Si on doit faire un petit peu de généalogie de cette idéologie, du capitalisme responsable, on peut dire que c'est l'alliance entre l'économie de marché des sociétés thermo-industrielles et les nouvelles injonctions socio-éco-responsables de notre société, qui ne sont pas forcément nouvelles, parce que le capitalisme et le début de l'ère industrielle est quand même relativement ancienne, ça a plusieurs centaines d'années dans notre société, et ces nouvelles injonctions socio-éco-environnementales dont on parle beaucoup ces derniers mois ou ces dernières années, elles ne sont pas nouvelles pour autant. On a toujours eu des économistes ou des penseurs qui se sont posé des questions dès le début du modèle capitaliste par rapport à l'impact que ça allait avoir sur les hommes et sur la planète. Et c'est notamment beaucoup plus visible depuis les années 60-70, où on avait des minorités actives qui commençaient à s'ériger contre ce capitalisme et à poser des valeurs progressistes comme finalité plutôt que comme moyen autour de la consommation. Et puis, face à l'urgence socio-éco-environnementale qui semble se faire de plus en plus présente, et notamment dans le discours médiatique, eh ben, on a eu un petit peu, on va dire, une hybridation entre le capitalisme tel qu'on le connaissait avant et ses valeurs socio-éco-responsables qui ont créé en quelque sorte le capitalisme responsable comme idéologie, c'est-à-dire comme discours sur le réel qui permet d'organiser les actions que les individus et les sociétés vont mener au quotidien, que ce soit à très court terme ou plus à moyen et long terme. Et pourquoi parler de mythe pour caractériser ça? Parce que
Je suis anthropologue et comme tout anthropologue, je suis un petit peu scientifique et on aime bien utiliser d'autres mots, non pas uniquement, hein, pour vous faire chier, mais aussi, pour amener un décentrement, à décaler le regard parce que si on utilise une autre terminologie, d'autres mots pour décrire cette réalité qui est tellement omniprésente qu'on ne la voit plus, et ben, ça permet, de faire des pas de côté de manière un petit peu plus simple et le mythe du capitalisme responsable avec, ma casquette d'anthropologue, et ben, c'est un récit fondateur et unificateur qui va donner un petit peu un sens au chaos, qui organise la réalité et qui donne en quelque sorte un ordre à suivre par rapport à toutes les actions que l'on doit mener pour préserver en quelque sorte les sociétés telles qu'on les connaît. C'est une photographie, autrement dit, d'un moment de société où un certain nombre de croyances et de discours sur le monde va permettre d'organiser le réel. Donc en anthropologie, on a différents mythes, hein. On a des mythes de création, des mythes cosmogoniques, mais on a également des mythes plus précis qui vont permettre d'expliquer certaines actions ou certaines orientations d'une société. Et le mythe du progrès, qui est un mythe très ancien, explique la place de l'homme et le rapport qu'il va avoir avec la technique. Et ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est qu'avec les enjeux d'urgence environnementale et le fait de vouloir faire une société de manière un petit peu différente, on pourrait croire en premier lieu, notamment quand on parle de sobriété, que ce mythe du progrès aurait un petit peu de plomb dans l'aile. Or, ce que l'on voit actuellement, du moins autour de la population d'études que j'ai étudié, c'est que le mythe du progrès, en fait, il est encore très en forme, très d'actualité. Et au final, cette société thermo-industrielle, même si on la critique par de nombreux points, et ben, même si elle devient plus responsable, c'est la technologie qui apportera des solutions pour pouvoir à la fois maintenir notre mode de vie et notre niveau de confort, mais également trouver des solutions pour avoir une empreinte carbone plus faible et mettre en place des sociétés soutenables à la fois pour nous, mais également pour les générations futures. Alors, dans ton livre, tu expliques très clairement, en fait, quels sont les vecteurs de cette idéologie dans notre société, comment est-ce qu'elle se diffuse, comment est-ce qu'elle infuse au sein de la population. Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne bien, en fait, comment est-ce que bah, la mayonnaise prend, en quelque sorte? Alors, la mayonnaise, bien évidemment, c'est plein d'éléments, c'est plein d'ingrédients qui, à un moment donné, face, face aux aspirations et aux émotions d'une population, va se caractériser et va donner, comme je le disais, un petit peu de l'ordre au chaos qui nous entoure. Comme j'ai une grille de lecture qui est à la fois centrée sur les pratiques individuelles, les groupes sociaux et les imaginaires, je trouvais que dans mon ouvrage, une des portes d'entrée pour comprendre ces vecteurs qui permettaient de diffuser cette idéologie au sein de la société, c'était vraiment tout ce qui était lié à la publicité, aux médias et même au folklorisme du confort de nos modes de vie quotidiennes. Donc quand je parle de folklorisme, ça va être toutes les normes, toutes les routines quotidiennes, tous les styles de vie, les images que l'on va avoir des différents groupes sociaux qui permettent de diffuser des normes, et par normes, hein, je parle de ce qui est bien ou de ce qui est mal en termes de consommation et d'imaginaire qui va être associé à ça. J'aime beaucoup notamment certains produits comme Poulaous, même si l'entreprise n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui, avec un slogan tout particulier, l'œuf qui ne tue pas la poule, permettait de diffuser un discours qui infusait les consciences et qui permettait à la fois de relever les contradictions liées à nos modes de vie et liées à notre modèle industriel, mais également de questionner par, on va dire, par ricochet, ce que ça allait engendrer au niveau de l'individu, de son style de vie et des choix qu'il allait faire au quotidien. Poule House, c'est quoi? C'était un positionnement d'œuf éthique qui promettait de ne pas tuer la poule. Donc, en achetant un œuf Poule House, en fait, on nous expliquait que même si on consommait un œuf bio, label rouge, avec une poule élevée en plein air, et ben, c'était pas forcément si vertueux.
pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tous les poussins mâles, vont être broyés à la naissance ou sous les 24 heures parce que, bah, bien évidemment, ils ne peuvent pas pondre et leur chair ne peut pas être valorisée. Ensuite, même si une poule peut vivre, de nombreuses années, au bout de 18 mois, lorsqu'elle devient moins productive en termes de ponte, eh ben, elle va être envoyée à la réforme, c'est-à-dire à l'abattoir et de nouvelles jeunes poules vont venir les remplacer. Avec Poule House, la stratégie était un petit peu différente, c'est de se dire, on capitalise sur des techniques, de sexage innovaux qui permettent d'identifier très en amont, avant, que l'œuf éclot, si c'est un mâle ou une femelle pour pouvoir, du coup ne pas amener les poussins mâles jusqu'à la naissance. Et puis ensuite, lorsque arrivent les 18 mois de nos poulettes, elles ne sont pas envoyées à la réforme, mais dans des maisons de retraite pour poules où elles vont être accompagnées dans un deuxième et un troisième cycle de ponte et ensuite elles vivront de leur belle mort. Donc ça, bien sûr, ça a un prix. On avait des œufs Poule House qui étaient commercialisés à un tarif beaucoup plus cher que des œufs traditionnels ou même des œufs bio. Et aussi, on avait toute une modernisation de la stratégie de communication de Poule House par rapport aux autres acteurs de la filière qui se rapprochaient davantage des stratégies de communication qui peuvent être menées par des ONG ou par des militants qui dénoncent les conditions de vie des poules. Et pourquoi je vous parle de Poule House comme ça? C'est parce qu'on a les différents éléments qui permettent d'infuser cette idéologie du capitalisme responsable. D'un côté, on va avoir en fait une belle histoire qui nous dit que si on a envie d'être quelqu'un de bien, de s'inscrire dans une dynamique progressiste dans la société, eh ben, faut peut-être consommer des œufs Poule House qui s'inscrivent dans cette logique de capitalisme responsable. Comme je te le disais tout à l'heure, le mythe du progrès n'est jamais bien loin parce que c'est une technique de sexage innovo assez révolutionnaire qui permet d'augmenter la dimension éthique de l'œuf en quelque sorte. Ensuite, si on a une lecture au niveau des classes sociales, on va se rendre compte que ce n'est pas accessible à tout le monde et être quelqu'un de bien et consommer éthique, c'est également un enjeu de distinction sociale quand on va avoir des œufs qui sont 2, 3, 5 ou 6 fois plus chers qu'un œuf traditionnel. Et puis, à l'échelle de l'individu, on va avoir de nouvelles pratiques qui vont se mettre en place, peut-être d'approvisionnement, parce qu'on ne va pas aller acheter les œufs au même endroit, peut-être également de structuration des repas ou des menus à l'échelle d'une semaine, parce que si on a un œuf qui est beaucoup plus valorisé et valorisant, il n'aura pas la même place dans notre assiette. Et puis, s'il n'a pas le même prix, on va peut-être pas en mettre autant ou dans les mêmes plats. Et puis surtout, ça va induire ce que j'ai appelé de nouveaux mots culturels, donc MAUX, qui vont être créés à travers toutes ces histoires et tous ces récits publicitaires, notamment la charge écologique, en se disant, bon ben, moi aussi, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, de consommer bien et éthique, mais si je n'ai pas les moyens ou les capacités en termes de temps, bah, est-ce que je suis un connard? Et du coup, ça va engendrer de nouveaux troubles et de nouveaux questionnements. On va également avoir tout ce que j'ai appelé la théorie des animaux mignons, où si on n'a plus le droit de consommer certains produits parce que la société nous renvoie une image négative et parfois c'est encore plus fort dans certains groupes sociaux, on va avoir des injonctions très fortes à respecter certaines nouvelles normes de consommation, et ben c'est pas grave, les individus, comme on est tous des menteurs de bonne foi et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on fait, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement, vont intégrer à leur routine quotidienne de nouvelles normes qu'ils se fixent un petit peu eux-mêmes pour pouvoir justifier la poursuite de la consommation de certains produits. Donc ça a été très visible, notamment avec tout ce qui va être lié aux produits animaux, donc que ce soit vraiment viande ou poisson, où effectivement, même si on se déclare flexitarien, on va trouver plein de stratégies pour continuer à consommer. Donc, par exemple, on va arrêter de consommer les animaux qu'on juge mignons ou proches de nous dans la chaîne de l'évolution, donc les bébés animaux, les chevaux, les lapins, etc. Mais par contre, tous ceux qu'on juge moches, bêtes ou très éloignés de nous dans la chaîne de l'évolution, et ben là ça va, il n'y a pas de souci, on peut les bouffer et même on ne se rend même pas compte qu'ils peuvent souffrir parce qu'on va les mettre à distance de nous pour pouvoir continuer
à consommer. Et du coup, ce qui est intéressant avec toutes ces stratégies, c'est qu'on va avoir des images, des styles de vie qui vont se structurer autour de certains objets ou marques totems ou styles de vie qui permet en fait une diffusion en quelque sorte plus rapide de cette idéologie. Si on a une lecture très sociologique du corps social, de manière horizontale, on a différentes classes sociales, classe populaire, classe moyenne et classe supérieure. Avec le capitalisme responsable, on va avoir des entailles verticales dans le corps social qui donnent l'illusion, du moins au premier abord, que les classes sociales s'effacent au profit de ces fameuses valeurs progressistes qui vont se structurer autour de styles de vie qui va être différent. Mais par contre, c'est relativement trompeur parce que on va avoir aux deux extrémités de ce champ social des champs de force justement très différents où à l'extrême inférieur, on va être sur des enjeux de sobriété liés à des injonctions financières très fortes, donc en gros la pauvreté, et de l'autre côté, on va être sur des enjeux d'éco-responsabilité qui vont s'inscrire dans des logiques de distinction sociale. Donc effectivement, à l'échelle d'un style de vie ou d'une entaille verticale, on va avoir des valeurs ou certaines pratiques qui vont être partagées et qui vont être perçues comme éco-responsables, sauf qu'elles vont avoir des bénéfices recherchés et des mises en place qui vont être très différentes. Et du coup, il en résulte une fracturation du corps social qui ne va pas en s'améliorant, mais surtout un certain immobilisme qui maintient nos sociétés dans un statu quo, car comme je te le disais tout à l'heure, on a surtout des remplacements, des nouvelles manières de consommer pour la majorité du corps social, parce qu'en France, ça va être les classes moyennes, hein, qu'elles soient classe moyenne inférieure, classe moyenne, moyenne pour le coup, classe moyenne supérieure. Et puis, on va avoir des individus sous contrainte forte du budget qui vont voir leur quotidien se dégrader encore plus et qui vont être pour le coup de plus en plus sobres, mais qui vont renvoyer une forme de sobriété qui ne correspond pas au nouveau carcan édicté par le capitalisme responsable qui doit nous amener à une certaine continuité par le changement, c'est-à-dire qu'on change plein de pratiques dans la vie quotidienne ou dans la manière de distribuer ou de produire. Mais par contre, si on dézoome, on est quand même sur quelque chose qui est relativement stable. Et dernier point, après ce grand monologue, euh, c'est que du coup, ces imaginaires, ces récits et les discours à la fois qu'une société va avoir sur une époque, mais également que les individus vont avoir sur eux-mêmes, c'est éminemment structurant et ça permet d'organiser les pratiques réelles. Et dans mon bouquin, je m'intéresse notamment à différents récits héroïques, que ce soit le voyage, à travers le voyage du héros notamment, en montrant comment, en fait, l'éco-responsabilité pour des individus qui ne sont pas en urgence absolue et qui ont les moyens, à la fois financiers en termes de temps et psychologiques, de se poser des questions et de faire différemment, vont être à chaque fois dans une quête de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire ou de vivre, qui va être relativement structuré, en un peu plus d'une dizaine d'étapes, qui va même valoriser l'échec, chose qui est quelque chose, élément pardon, qui est quelque chose de nouveau dans nos sociétés et qui va amener chaque individu à être un petit peu le héros de lui-même à travers une consommation éco-responsable et cette nouvelle idéologie et qui doit se changer lui-même en changeant le monde. Et c'est un autre des paradoxes du capitalisme responsable, c'est qu'on prône le collectif dans une approche qui est encore très à la fois individualiste et égocentrée, qui permet d'un côté d'avoir une déresponsabilisation du collectif au profit d'une hyper-responsabilisation de l'individu, mais qui d'un autre côté permet d'amener de conserver la place de l'individu dans une société hyper consumériste, non plus de la consommation de masse, mais d'une consommation éco-responsable qui est pour le coup encore plus élitiste ou encore plus violente d'un point de vue symbolique que l'était celle de la consommation de masse du siècle dernier. Et là, je m'arrête là pour cette réponse. Non, non, c'est passionnant et enfin, ton dernier point est celui que j'allais relever. En fait, ce que je trouve criant en t'écoutant, c'est que à travers ta description du capitalisme responsable, la consommation
consommation éco-responsable, de la manière dont les choses sont diffusées, il y a ce mot individualisme qui me vient à l'esprit et qui effectivement est partout, en disant la contrainte qu'on fait peser sur ceux qui n'ont pas forcément les moyens, la pression qu'on fait peser sur l'injonction à consommer mieux, autrement, etc., mais toujours au niveau de l'individu. C'est-à-dire que sans remise en question d'un fonctionnement plus systémique ou plus collectif, comme tu le dis, de notre organisation. Bah là, effectivement, tout ce qui s'est passé et notamment tout ce qui s'est accéléré ces 10 dernières années était vraiment centré autour de l'individu, qui devait assumer un petit peu la culpabilité de l'ensemble de nos modes de vie. Et là, on est quand même, sur une nouvelle phase où ça va être amené à se transformer parce qu'on a des évolutions réglementaires qui sont déjà arrivées ou qui vont, arriver et qui ne vont plus nous laisser, le luxe de nos contraintes, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, quand on a les moyens, en gros, l'éco-responsabilité, ça va être des choix en fonction des valeurs sociétales ou progressistes qui nous intéressent, de notre place dans le corps social et du style de vie que l'on veut avoir. Mais si, au niveau réglementaire, on a un cadre normatif, pour le coup, qui évolue, peut-être plus rapidement qu'on le croit et de manière drastique, et ben, au final, cette, individualité de l'éco-responsabilité devra également, évoluer parce qu'on n'aura plus le choix justement de nos contraintes et le changement ne sera peut-être plus uniquement dans les valeurs et dans les mots, mais devra également impacter, les styles de vie. En fait, il y a un élément là que j'ai envie de partager et qui me semble clé par rapport à ça. À chaque fois, moi la première, hein, qu'on se dit qu'effectivement, on peut avoir recours à ce service, on peut avoir une nouvelle pratique, on peut faire un petit peu, différemment et qu'on se dit qu'en fait, c'est pas si compliqué de faire mieux et d'avoir un comportement éco-responsable. C'est que peut-être là, déjà, on est en train de se faire avoir par nos Mmh. émotions, par notre bonne conscience parce qu'en fait, à chaque changement de société et les changements de société sont généralement liés à des changements technologiques et à l'intégration de nouvelles, énergies et ben, on a eu des changements radicaux, drastiques et systémiques dans une société. Donc croire que c'est par le déplacement de pratiques ou par les petits pas que l'on va parvenir à réformer la société sans impacter en profondeur nos modes de vie, bah, déjà là, on est, dans une croyance et c'est relativement incohérent par rapport à ce que l'histoire nous dit. Mais après, je suis peut-être, défaitiste et juste relou et ça va se passer. Mais par contre, par rapport aux éléments que l'on a à disposition aujourd'hui, ça semble illusoire. Ouais, non, on va y venir et pour illustrer ce que tu dis, je pense que, bah, je partage un exemple personnel. Ça fait plus d'un an maintenant que je n'ai plus de smartphone. J'invite tout le monde à arrêter d'utiliser un smartphone pendant 3 mois pour comprendre en gros comment la contrainte socio-technique pèse, sur l'usage de certaines technologies et certaines, obligations, on va dire, de consommation. C'est rien que pour faire un virement bancaire, ça devient la croix et la bannière. Donc voilà, c'est très intéressant, pour illustrer justement ce que tu dis que, à un moment donné, il n'y a pas, justement l'additionnalité, de plusieurs, possibilités de consommation, mais en fait un remplacement et une destruction de certains choix de consommation, de certaines possibilités, au profit, de nouveaux usages, qui sont imposés par la technique. Beh, exactement et c'est là où c'est hyper paradoxal et que c'est pas forcément simple, de faire les bons choix au quotidien parce qu'il y a pas, je veux dire, il y a pas des choix qui sont meilleurs, que les autres. Avec l'anthropologie, tout l'enjeu, c'est de comprendre les logiques de décision qui vont amener un individu ou un groupe à faire des choix, qu'ils soient tournés vers la technologie ou qu'ils soient tournés contre, la technologie. Mais moi, je dis jamais ce qui est bien, ou ce qui est mal. Mais par contre, là où je me mets
à la place des personnes que j'ai rencontrées, c'est que si on s'intéresse à ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent au quotidien, et ben c'est clair que depuis 5 ou 10 ans, en fait, leur quotidien a quand même été bouleversé, qu'ils ont fait plein d'efforts, plein de changements, et que ce soit dans leur vie quotidienne, dans leur manière de bouffer, dans leur mobilité, même dans leur manière de travailler, on leur demande d'être agile, de faire avec l'incertain et de se réadapter au quotidien. Et ça, c'est vrai, et c'est quelque chose que je ne remettrai jamais en doute. Par contre, si on dézoome et qu'on s'intéresse davantage aux infrastructures, aux structures anthropologiques d'une société, ben on se rend compte que toute cette énergie qui est déployée au niveau individuel, et ben en définitive, permet de maintenir nos sociétés dans une certaine permanence, et qu'au final, toute l'énergie qui est demandée aux individus, ça permet de, de reculer, on va dire, l'échéance d'un changement plus global qui va nous arriver dans le coin de la gueule incessamment sous peu. Bah, avant justement de peut-être passer au problème que ça pose en fait face à l'urgence écologique, de rester dans cette mythologie de la consommation éco-responsable et même du capitalisme responsable, bien que je pense que ce soit un peu clair pour les gens qui écoutent maintenant, j'aimerais revenir sur une typologie que tu fais dans le livre que je trouve hyper intéressante, et aussi sur les relations à travers ces différentes typologies, notamment entre, on va dire, trois classes de population, que ce soit l'oligarchie sociopolitique, ceux que tu appelles les nouveaux sauvages et ceux que tu appelles les enfants gâtés, qui à travers en fait le capitalisme responsable, entretiennent des relations, certains qui sont influencés par d'autres, d'autres réinfluencés, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être décrire déjà qui sont ces différents groupes de population? Pourquoi est-ce que tu les as définis ou regroupés de cette manière, et comment est-ce qu'ils sont une certaine représentation de la société? Alors, peut-être un point que j'aurais dû expliquer un petit peu avant. Dans l'ouvrage Les enfants gâtés, je m'intéresse à une population spécifique qui vit en Occident, notamment dans les grandes métropoles occidentales pour une majorité d'entre elles, et qui représente 25% de la population. On est en majorité sur les classes moyennes et les classes supérieures, qui étaient vraiment le cœur de l'échantillon et des personnes que j'ai rencontrées pour mener cette étude. Donc c'est le premier point. Donc quand je vais vous parler de nouveaux sauvages ou d'enfants gâtés, hein, je ne parle pas de l'ensemble de la population. On est vraiment sur une population qui va être bien définie et bien délimitée. Ensuite, si j'ai choisi de m'intéresser à ces 25% de la population, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur les sujets de consommation et d'évolution des modes de vie, c'est ceux qui avaient le mieux formalisé cette nécessité de se poser des questions, non pas pour sortir de la société de consommation et aller sur d'autres idéologies comme par exemple la décroissance ou des modes de vie alternatifs, mais qui voulaient juste modifier la place de leur consommation dans leur vie. Et au fil des années, les valeurs qu'ils prenaient et la teinte qu'ils voulaient donner à la consommation s'est intégrée, s'est institutionnalisée, et au final, ils sont devenus le cœur et le rouage principal des mécanismes consuméristes que j'étudiais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que généralement, ou du moins une partie importante des anthropologues, vont étudier des populations qui sont très éloignées d'eux, soit en termes de style de vie, soit en termes de classe sociale ou en termes d'éloignement géographique. Pour différentes raisons, j'ai choisi de prendre le contre-pied et d'étudier des gens proches, même très proches de moi, qui font partie de mon groupe social. Ce qui m'a permis en fait d'avoir une lecture, je l'espère, relativement fine des différents groupes sociaux sur lesquels j'ai porté mon attention, et d'avoir accès à un certain écosystème qu'il n'est pas forcément aisé de rencontrer et de s'immerger dedans, et d'avoir accès, je veux dire, à la mécanique de fonctionnement de leur entre-soi et de leur manière de faire société. Ce qui me permet maintenant, ceci étant dit, d'aller dans mes trois groupes. Donc le premier, c'est l'oligarchie politico-économique. Donc on est sur les instances de décision et de pouvoir, à la fois privées et publiques, qui à un moment donné vont avoir
besoin de capter l'air du temps pour pouvoir évoluer, se réinventer tout en conservant en fait leurs avantages et leur mode de fonctionnement. Donc l'oligarchie politico-économique, c'est vraiment en introduction, on va dire en première partie de mon propos. Ça permet de poser le cadre, notamment par rapport au mode de fonctionnement des sociétés capitalistes thermo-industrielles comme la nôtre. Ensuite, les deux groupes sociaux sur lesquels je me suis concentrée et qui constituent la quasi-totalité de mon ouvrage, ce sont les nouveaux sauvages et les enfants gâtés. Les nouveaux sauvages, c'est une élite médiatico-créative qui va imposer une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité, de manière descendante, tout en nous donnant l'illusion du contraire. Si je les ai appelés les nouveaux sauvages, c'est un petit clin d'œil, je veux dire, aux origines de ma discipline, où il y avait le mythe du bon sauvage, où on allait étudier des populations extra-européennes qui nous semblaient exotiques, et par cet exotisme et ce regard éloigné nous permettait de mieux nous comprendre nous-mêmes. La société et la discipline anthropologique a heureusement bien évolué. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de meilleurs sauvages que nous-mêmes. On se livre des guerres culturelles et symboliques sans merci, mais si, en fait, on exotise exprès ce quotidien en mettant d'autres mots, en proposant des cas d'analyse liés à l'anthropologie classique qui nous permettent de percevoir différemment la réalité, et ben ça va amener ce même principe au regard éloigné qu'avec les premiers anthropologues, mais par rapport à nos sociétés. Ces nouveaux sauvages, il faut les voir comme des leaders d'opinion. Ils ne sont pas forcément très importants en termes de volume, mais par contre, ils vont être hyper présents à la fois dans les médias, mais également dans les grandes entreprises, dans les cabinets de conseil, dans les boîtes de pub. En gros, à chaque endroit où ils vont être écoutés, ils vont avoir une incidence, ils vont pouvoir infuser leur discours et que ça va avoir un impact à la fois sur la manière de penser de monsieur et madame tout le monde, mais également sur les stratégies d'innovation, de développement, de recherche que vont avoir les grandes entreprises. Et puis, ensuite, on va avoir les enfants gâtés qui, eux, sont davantage des leaders d'opinion, mais domestiques, des influenceurs domestiques qui font davantage partie des classes moyennes et des classes moyennes supérieures et qui, eux, vont être les croyants de notre histoire. C'est-à-dire que eux vont croire autant qu'ils peuvent à la belle histoire du capitalisme ou de la consommation éco-responsable et qu'ils se disent que s'ils font bien attention à leur manière de consommer et que surtout ce sont des consommateurs éco-responsables, eh ben, la transition pourra avoir lieu. Ils se sentiront mieux dans leur tête, mieux dans leur vie et surtout leur mode de vie et leur confort ne sera que très peu impacté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir dans les nouveaux sauvages certains enfants gâtés parce que eux aussi peuvent croire dans la pertinence et dans le bien fondé d'imposer cette nouvelle culture légitime de l'éco-responsabilité. Mais on va avoir une fraction des nouveaux sauvages qui vont être simplement cyniques et qui vont chercher à capitaliser pour le coup sur cette nouvelle attente de la société. Donc, et si on repart un petit peu sur notre lecture du corps social de manière très classique en sociologie, on se dit que tout en haut du corps social, on a l'oligarchie politico-économique. Ensuite, sur les classes supérieures, on va avoir ces fameux nouveaux sauvages qui se divisent en 4 ethnies. Ensuite, si on descend encore, on va avoir cette bulle et ces enfants gâtés. On a une frontière qui est perméable entre les nouveaux sauvages et le reste de la société. Et puis, en bas du corps social, on va avoir le reste de la population qui va réceptionner certaines informations liées à l'éco-responsabilité, se monter contre d'autres et qui vont faire un petit peu comme ils peuvent. Ces bulles culturelles, ces nouveaux sauvages qui sont 4 ethnies culturelles vont créer des bulles culturelles qui représentent les fameuses entailles dans le corps social dont je vous parlais précédemment et qui vont nous permettre de mieux comprendre l'impact de la réception de l'éco-responsabilité en fonction de différents capitaux que l'on va avoir, des capitaux économiques, des capitaux sociaux et des capitaux qui vont être culturels. Et ce qui est relativement intéressant avec cette lecture de l'éco-responsabilité, c'est que ça permet
d'adapter les théories bourdieusiennes de l'habitude, c'est-à-dire qu'en fonction de qui on est, de ce qu'on fait dans la vie, de notre place dans le corps social, eh ben, on ne va pas avoir les mêmes capitaux, c'est-à-dire les mêmes chances ou les mêmes atouts, et que l'on va choisir, on va prendre des décisions en termes de consommation, de style ou de mode de vie qui vont être différents et qui vont dépendre des fameux atouts dont on a à disposition. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à Si, ta si, non, non, question, non, j'ai non, l'impression que je suis un peu partie, non, non, mais c'est très clair, c'est très cool. Je pense que sur plus de précision à travers notamment les différentes ethnies des nouveaux sauvages, enfin, c'est assez génial. J'ai beaucoup aimé cette partie du livre, puisque enfin, voilà, on y voit, en tout cas, moi, j'y ai vu à la fois moi-même, des amis et des proches et des gens que je peux fréquenter. Donc, c'est très intéressant parce que ça ressort très clairement. Je pense que c'est la question quel nouveau sauvage ou quel enfant gâté suis-je m'animait à travers toute la lecture du livre. Et c'est donc voilà, je laisserai les auditeurs se plonger dans le livre et se régaler à travers les descriptions et les explications que tu y fais. Je voudrais revenir un petit peu maintenant qu'on a imposé un peu cette base justement sur ces différents types de populations, sur la question de la consommation éco-responsable, et notamment face à l'urgence écologique. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça pose problème? alors, je pense pas que je suis la plus à même pour te répondre, parce que si tu veux, en tant qu'anthropologue, je déconstruis la complexité du réel pour donner des pistes à penser et percevoir un petit peu tous les angles morts de notre vie quotidienne. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que d'un côté, on va quand même avoir des éléments positifs qui découlent du capitalisme responsable et de la consommation éco-responsable, parce que ça permet d'acculturer les gens à une nouvelle manière de faire et de les sensibiliser à des enjeux qui dépassent leur propre quotidien et qui étaient vraiment mis à distance il y a encore peu dans le quotidien. Donc ça, c'est éminemment positif, parce que même si c'est pas forcément très cohérent entre les pratiques et le discours, du moment où on se pose des questions, qu'on remet en cause nos modes de faire et d'agir, et ben ça, c'est quelque chose qui est éminemment positif. Par contre, de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est on a un petit peu encapsulé nos sociétés dans un nouveau cocon protecteur qui s'appelle le capitalisme responsable, qui nous permet de regarder juste où on a envie de regarder et de ne pas penser à l'impact et aux répercussions immédiates et futures que vont avoir ces nouveaux choix d'investissement, de développement et de mode de vie. Et par rapport à l'urgence écologique, on peut déjà lister un certain nombre d'impacts, pour le coup, assez négatifs, qui découlent du capitalisme responsable. Le premier, c'est l'effet rebond. C'est que quand on consomme ou qu'on produit mieux, on a tendance à plus consommer et à plus produire. C'est notamment très visible dans toutes les études qui sont menées par des confrères sociologues sur les rénovations des habitats et l'isolation, où du moment où on isole son habitat pour qu'il ne soit plus une passoire thermique, et ben on a tendance à chauffer plus qu'on ne le faisait avant, parce qu'on se dit que c'est bon, vu que le logement n'est pas une passoire. C'est un petit peu aussi la même chose avec la mobilité, où on se dit que bon, on arrête la voiture thermique pour une voiture électrique. Mais par contre, lorsque l'on s'intéresse un petit peu plus en détail aux pratiques et à l'univers de la voiture électrique, on se rend compte qu'on a des individus qui, une fois qu'ils ont une voiture électrique, vont la prendre beaucoup plus qu'avant et vont délaisser le vélo, la marche à pied ou le bus par rapport à leur pratique antérieure, à la fois parce qu'ils se disent bon bah c'est ok, je roule en électrique donc je peux plus rouler, également parce que le prix d'achat est plus cher et qu'ils ont envie davantage d'amortir ce nouvel achat. Et puis si on est davantage dans une logique, on va dire, de marché par rapport à la voiture électrique, on a encore peu de batteries qui sont recyclables ou totalement recyclables. Ça demande une extraction de terres rares qui a un impact sur l'environnement, et surtout,
toutes ces voitures thermiques encore en état de marche qui sont envoyées sur le marché de l'occasion vont venir polluer et augmenter la flotte mondiale de vieux véhicules, qui n'est pas forcément quelque chose qui va être très bénéfique, pardon, et qui en plus met en tension ceux qui peuvent avoir le choix de leur mobilité et ceux qui vont être contraints par une mobilité avec un prix du carburant, comme on le sait actuellement, qui est de plus en plus compliqué à intégrer au quotidien. Donc le premier, c'est l'effet rebond. Le deuxième, c'est que cette idéologie du capitalisme responsable, elle repose sur une logique de découplage. C'est-à-dire que par des solutions technologique, on arriverait à décorréler la croissance, c'est-à-dire que d'un côté, on a une croissance qui continue à faire son bonhomme de chemin, de la destruction de l'environnement et du vivant de l'autre côté. Aujourd'hui, on est davantage sur un découplage relatif parce que effectivement, hein, la destruction sur le vivant est maîtrisée par rapport à ce qu'elle ne l'était il y a quelque temps, mais par contre, on a une croissance et une consommation, une production qui augmentent. Donc, est-ce que ce n'est pas une course en avant? Ça pose la question. Et puis, le capitalisme responsable fonctionne aussi à travers la stratégie de choc, fonctionnant via un principe de sidération. C'est-à-dire que toutes ces informations qui vont être assénées aux citoyens du matin au soir, eh ben, c'est éminemment choquant, perturbant et au final, face à toutes ces nouvelles informations et connaissances qu'ils doivent intégrer, déjà, c'est de plus en plus compliqué de faire la part du vrai et du faux, du lobbying ou des centres d'intérêt des différents acteurs, mais également ça va les rendre plus réceptifs aux nouvelles offres, en quelque sorte prêtes à penser, qui vont être proposées par des marques ou par des services. Donc ça va induire une nouvelle forme de consommation qui ne va pas être plus réfléchie que celle d'avant. Et puis, dernier point, 4e point, pardon, ce que j'ai pu observer dans les études que je mène, c'est que ce capitalisme responsable amène les individus à une nouvelle forme, comme je l'ai déjà dit, d'hyperconsommation, mais également d'équipement. En anthropologie, on étudie les grandes phases de l'histoire de la consommation moderne, où c'est un peu, en gros, des phases de 40 ans. On a eu une première phase qui correspond aux 30 glorieuses, qui était une phase d'équipement. Ensuite, on a eu une autre phase qui est celle de la publicité et de la marque, où les individus étaient toujours en phase d'équipement, mais allaient choisir un produit par rapport à l'imaginaire et à la publicité ou à la marque qui était accolée à ce produit-là. Et puis, depuis le début des années 90, on serait rentré dans une nouvelle phase, celle du consommateur malin, où il devient un petit peu plus stratège de son quotidien. Là, on arrive à la fin de cette phase qui conduit, d'après moi, à une nouvelle phase d'équipement où les individus, par substitution, vont justifier le réachat ou l'accumulation d'une nouvelle catégorie d'objets jugés éco-responsables. On a une gourde en plastique qui est fonctionnelle, on va aller vers une gourde en verre et on va acheter la gourde en plastique. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la voiture thermique en état de fonctionnement pour la voiture électrique, etc., etc. Et ça va permettre de renouveler, en quelque sorte, le stock d'objets, matériels comme immatériels, que les individus vont avoir au quotidien et du coup de déplacer le problème, de le mettre peut-être encore plus à distance du citoyen consommateur qu'il ne l'était avant, mais et puis là ça devient compliqué parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus forcément le temps avec l'urgence écologique, que cette approche réformiste est certes sympa et assez reposante d'un point de vue intellectuel et organisationnel, mais qu'elle n'est peut-être pas suffisante. Et puis surtout en termes d'idéologie et de valeurs, on se rend compte que la nuance disparaît et qu'on arrive davantage dans une radicalisation de la consommation où en fonction des valeurs progressistes que l'on va choisir, et ben au-delà d'ouvrir sur les autres et sur le monde, ça referme et ça crée de nouveaux cadres de consommation et de nouvelles identités de groupes qui sont pas forcément tout le temps super sympas. Et, pour continuer un petit peu sur ce que tu disais, et notamment sur les cadres culturels, ou notamment la manière dont évolue en fait la pensée culturelle à travers la consommation. Moi,
une question qui me taraude. Alors, bien évidemment, tu imagines que je suis, absolument convaincu, que, la consommation, responsable n'est pas du tout, hem, en phase avec, les problématiques actuelles. Tu parlais de découplage tout à l'heure, je renvoie les gens, aux travaux de Timothée Paric sur le découplage, pour creuser la question si jamais ils ont encore des doutes. Philippe Biwix, que j'ai interviewé aussi, explique très bien le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond sur l'usage des différentes techniques ou technologies. Pour la voiture électrique, si ce n'était pas suffisamment clair, il y a un épisode que je vais faire avec une spécialiste en début d'année. Sinon, je renvoie à tous les travaux de Aurélien Bigot sur le sujet pour le coup. Et du coup, une fois que j'ai dit ça, c'est ce qui me préoccupe, c'est que aujourd'hui, en fait, on est dans une culture de la consommation, qu'elle soit responsable ou non éco-responsable, qui est en confrontation directe avec l'urgence écologique, en opposition directe avec l'urgence écologique. Et ce que tu expliques bien dans le livre, c'est qu'en fait, les mouvements culturels, les changements culturels se font uniquement sur le temps long, et qui sont aussi parfois récupérés en fait par le capitalisme, que ces révoltes contre-culturelles en fait sont parfois récupérées. J'aimerais qu'on aborde un peu ces deux points, euh, que tu me donnes peut-être un peu d'espoir. Disons déjà la première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que on peut faire évoluer nos pratiques culturelles déjà autrement que sur le temps long, et si oui, de quelle manière? Et l'autre question, c'est comment faire pour que, en apprenant en fait de l'histoire, lorsque on met en place une contre-révolte, enfin une révolte culturelle, une révolution en fait, celle-ci ne soit pas récupérée. Peut-être pour illustrer un peu ces mots, c'est peut-être pas forcément très clair, mais en fait, dans la sphère un petit peu militante ou activiste, on se rend compte que notamment les usages des mots sont toujours très récupérés. Aujourd'hui, sobriété, le mot sobriété a complètement perdu de sa valeur, avec la récupération qui en a été faite notamment par le gouvernement, et la sobriété à la Emmanuel Macron, qui vient nous présenter la 4L SUV électrique de 2 tonnes ou plus là au salon de l'auto. Bon, enfin, enfin voilà, la sobriété a perdu complètement tout son sens. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions. Je sais pas si tu veux du coup reprendre la main. Bah, écoute, je vais essayer de répondre à un truc et puis après tu me Ça relanceras si marche. j'ai pas répondu vraiment à tes questions. Le premier, c'est tu me dis: «Donne-moi un peu d'espoir». Non, mais en fait, il faut avoir de l'espoir parce que le futur, en fait, il peut être vachement cool, mais tout dépend de nous, hein, pour le coup. Tout dépend de nous et tout dépend des récits, auxquels, on va adhérer et des croyances que l'on va se forger, pour pouvoir rendre acceptable ce quotidien et surtout, construire la société de demain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que chaque culture et chaque société est dynamique et est en perpétuelle évolution, et qu'au final, pour une culture et qu'une société survive, eh ben, il faut qu'elle se réinvente de manière immuable. Sinon, en fait, eh ben, elle est bouffée par les autres, ou elle disparaît. Ce qui est un petit peu déstabilisant par rapport à ce qu'on est en train d'analyser, ce qu'on est en train de vivre, c'est que d'habitude, en fait, les sociétés qui évoluent ou qui changent, on les étudie a posteriori. Donc sur un temps très long, on se dit: «Ah bah oui, l'Empire romain, l'Égypte ancienne, je sais pas qui encore». Oui, c'est facile, d'étudier les changements quand sur un temps long, on voit les ruptures majeures et les changements de modèle de société. Or, c'est des choses qui se sont faites même à ces époques et dans ces sociétés de manière beaucoup moins rapide que ce que nous, on est en train de conscientiser ou ce que l'on perçoit aujourd'hui. Donc en fait, nous, on a déjà plein de choses, qui ont changé, mais comme on est en train de le vivre et qu'on n'est pas encore sur une nouvelle société qui s'est structurée, on ne le voit pas forcément. Et peut-être qu'une, des manières, de modifier nos cadres de pensée et donc nos manières de percevoir les mondes, et ben, c'est vraiment de s'intéresser aux pratiques, de ce qui a déjà changé dans notre quotidien et qui est structurant. L'exemple que je donne souvent, et je reviens un petit peu sur la consommation de viande, c'est que
depuis 10 ou 15 ans, on ne peut pas dire que la consommation a diminué si on s'intéresse aux chiffres en volume, mais par contre, elle a éminemment changé et dans l'esprit des individus, elle s'est réduite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à plein d'endroits dans le corps social, pour des raisons différentes, la viande a diminué. Si on n'a plus l'argent pour s'acheter tous les jours de la viande, eh ben, on va structurer les repas et on va se créer une identité alimentaire autour de cette contrainte qui ne devient plus une contrainte parce qu'elle est intériorisée en tant que norme de groupe. Si on va à l'autre extrême du corps social, on a des individus qui, pour des logiques de distinction sociale ou d'enjeux politiques, vont réduire ou bannir la viande. Et ben eux, c'est pareil, il y a de nouvelles recettes qui arrivent, de nouveaux règles de commensalité ou de table qui se mettent en place. Et ces individus qui ne discutent pas forcément entre eux et qui vont inscrire un idéal du mangeur et de la convivialité de manière différente nous amènent face à un même constat, la contrainte face à la diminution de la viande qui peut avoir et qui a des répercussions écologiques est davantage rentrée dans les normes de groupe qu'on ne pourrait le croire. Mais par contre, on a des valeurs, une idéologie, une fracture sociale qui invisibilise en quelque sorte, ces changements qui sont pour le coup bien présents. Pareil sur la santé, entre ceux qui doivent renoncer aux soins parce qu'ils n'ont pas de mutuelle ou qu'ils ne peuvent pas subvenir aux frais de santé et les autres qui se tournent vers des médecines naturelles alternatives ou qui sont en forte défiance par rapport à notre système de santé actuel, et ben eux aussi, ils ont changé leurs pratiques, mais avec des discours et des manières de le conscientiser qui vont être différents. Donc, si je te dis ça, c'est parce que une lecture possible via l'anthropologie, c'est de partir de l'évolution structurelle des sociétés et notamment d'observer des pratiques où on va gratter en quelque sorte le vernis culturel des valeurs, etc., pour voir ce qui a changé. Et Hmm. d'après moi, vu que pour le moment, on est encore en période de transition, et la transition, c'est également un cadre de pensée et un récit qui permet de rendre acceptable le changement et en quelque sorte d'étirer le temps pour rendre cette transition moins douloureuse. Donc, c'est une manière de l'intellectualiser. Dans cette période de transition, on a encore le choix de nos contraintes. Et Hmm. là, toutes les réflexions autour de la redirection écologique, eux, ils sont à l'échelle des territoires et de l'économie, c'est un petit peu différent, mais en fait, montrent bien également que peut-être profitons de cette dernière fenêtre qui s'ouvre à nous, où on a encore le choix de nos contraintes, de se dire où vont être nos renoncements, où est-ce que l'on va intégrer de nouvelles manières de faire. Donc, du moment où c'est intégré, la contrainte disparaît, parce que notre vie quotidienne, elle est pleine de contraintes, sauf qu'on ne le perçoit pas en tant que tel, parce que pour nous, c'est la norme et c'est nos routines quotidiennes. Donc, quelles sont celles que l'on va choisir? Où est-ce que l'on va accepter de renoncer? Et de l'autre côté, quelles sont les contraintes qu'on va devoir contourner pour continuer à avoir recours à certaines pratiques ou certaines manières de vivre qui sont tellement structurantes pour nous qu'elles en sont essentielles. Après, peut-être que pour faire également évoluer ces pratiques culturelles, que ce soit autant nos manières de voir le monde que nos manières d'habiter le monde, c'est peut-être d'avoir une petite règle de vie qu'on se donne à chacun, qui sont très anthropologiques, mais qui peuvent peut-être nous aider à nous sortir de situations complexes. La première, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le décentrement. C'est de se dire à chaque fois que je suis face à une situation nouvelle, une nouvelle contrainte, une nouvelle problématique, ou des gens qui ont un discours qui est nouveau, déconcertant et auquel je ne m'attendais pas, de me dire, bon bah, si j'essaye de comprendre pourquoi ils font ça, comment ça se passe, et surtout d'avoir une vision un petit peu systémique, et ben peut-être que j'aurai une autre vision du quotidien et que je ferai de manière différente. Le deuxième, c'est quand même la bienveillance, parce que on faut quand même qu'on aille tous vers un nouveau projet commun, et en se disant bon bah je ne vais pas imposer mes idées aux autres, même si l'autre j'ai l'impression qu'il fait de la merde, mais plutôt je vais essayer de comprendre les bonnes logiques qui l'amènent à agir de la sorte. Et puis ça correspond un petit peu à ce que je te disais, au choix de ses contraintes pour l'instant, où chaque individu, en fonction de qui il est, de son moment de vie ou de sa place dans le corps social, ne va pas choisir de contourner les mêmes contraintes ou de renoncer à d'autres. Et puis, et là j'ai un peu peur d'aller dans les mêmes défauts que je dénonce par ailleurs dans mon bouquin, c'est celle du dépassement de soi.
en se disant que, on pensait que le danger, que le risque était mis à distance d'une grande partie de la population des pays occidentaux et peut-être pas tant que ça, qu'il faut accepter de gérer, l'incertain et de s'adapter un petit peu Mhm. au jour le jour, aux différents événements, qui arrivent. Mais après tout ça, c'est pas évident parce qu'en fait cette transition, le capitalisme responsable, en fait, a essayé de maintenir, nos illusions par rapport, au confort de nos modes de vie et à tout ce qui nous semblait acquis. Là, les illusions, en fait, elles sont en train de tomber et même elles doivent tomber et ça, c'est un choc à la fois psychologique, individuel, collectif et même sociétal parce que ça nécessite, de changer et ces changements, dernier point et Non, après non, c'est non, bon, vas-y, vas-y, non, 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 sont c'est très autant intéressant. sont autant d'un point de vue de l'individu, des groupes sociaux, vraiment, des organisations, de la société, mais également au niveau des systèmes de croyances. Parce que si on est également aussi sur un temps un peu long, on se rend compte qu'on a eu, les religions, après on a eu, les États, on a eu, le capitalisme et puis là, en fait, faut trouver un nouveau récit dominant, un nouveau mythe qui permet, d'organiser, le réel et paradoxalement, même si je t'ai parlé beaucoup de récits, de valeurs et d'imaginaire, on est un petit peu face à une panne des imaginaires aujourd'hui parce que on nous propose deux choses, soit un imaginaire pour un futur qui est très techno solutionniste et réformiste, qui nous amène dans un cas encore un petit peu plus éloigné au dataïsme, à une religion des datas, à quelque chose qui est vraiment centré autour de la tech. Et puis, de l'autre côté, on nous présente la décroissance comme une involution culturelle, comme quelque chose qui n'est vraiment pas désirable, un retour en arrière. Donc c'est comme si on arrivait à l'âge de pierre, hein, si on ne choisissait pas le technosolutionnisme ou le dataïsme. Et au milieu de tout ça, on a une réalité qui se construit, qui est en plein changement, qui est pour moi le socle ou du moins le terreau fertile d'un nouveau projet commun de société, mais sans imaginaire assez fort pour pouvoir amener des individus à se positionner différemment dans le monde et à imaginer d'autres structures et d'autres organisations. Alors, bon, j'ai à nouveau pas mal de commentaires par rapport à ce que tu disais. Je voulais d'abord revenir sur l'aspect, en fait, changement culturel pour peut-être repréciser un peu aussi dans ma question quelque chose qui est comment sortir en fait d'une société de la consommation. Tu vois, tu parlais aussi tout à l'heure de solutions prêtes à penser, prêtes à consommer. Euh, il y a aujourd'hui, dans les gens à qui je parle quand je m'exprime sur des conférences ou dans des débats en cours, etc., une attente toujours de solutions qui tombent toutes faites, une méconnaissance des alternatives, des autres récits, qui pourtant inondent mon écosystème. Donc euh, quand on me dit ouais, c'est difficile de trouver des nouveaux récits, c'est difficile de trouver des alternatives, etc., je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Parce que moi, je baigne en fait dans une sphère dans laquelle il n'y a que des nouveaux récits, que des nouvelles alternatives, qu'un champ des possibles presque infini en fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le blocage, en fait, il n'y a pas une addiction à la société de consommation, enfin, c'est mal dit, mais quelque chose de cet ordre-là qui fait que sortir en fait de l'idée de juste consommer et pour en fait, enfin, aller vers un effort d'autrement, c'est-à-dire peut-être faire, aller creuser par soi-même, prendre le temps d'aller vers de l'altérité, vers d'autres, aller voir, aller visiter, plutôt qu'une attente que finalement des solutions, des propositions nous tombent dessus, n'est pas un des facteurs principaux de cette, j'allais dire, léthargie intellectuelle qui fait que les changements culturels restent dans une logique de consommation. Et quand je dis léthargie intellectuelle, hein, c'est effectivement un peu pédant de ma part de dire ça, et je comprends tout à fait pourquoi est-ce que on peut être là-dedans, comment est-ce que, enfin, voilà, je n'oublie pas la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et tout un tas de sciences sociales qui peuvent l'expliquer. Mais est-ce que tu vois un peu la nature de ma question en disant est-ce qu'il n'y a pas un blocage systémique qui est le fait de dépasser en fait l'idée même de société de consommation?
Alors 2 éléments de réponse qui me viennent à l'esprit. Le premier, et qui est transversal, à l'être humain, dans sa globalité, c'est la résistance au changement. Les gens aiment pas changer et c'est bien normal parce que, le changement invite à une réinvention et à de nouvelles manières de faire. Et ça, en fait, c'est stressant, c'est inconfortable et ça amène vers un inconnu. Donc en fait, quelles que soient les sociétés, les cultures et les époques, à chaque fois qu'on se rend compte, que ça risque de changer, et ben, on va résister au maximum. Et plus on a une société qui est complexe, qui est hiérarchisée et qui est pour le coup industrielle, plus ça va nous permettre d'avoir des strates de résistance qui vont être importantes et qui vont parfois, comme on l'a dit précédemment, jouer un petit peu de notre bonne conscience, de nos mécanismes psychologiques, de nos biais cognitifs, pour le coup, pour pouvoir nous donner l'illusion qu'effectivement, en fait, c'est bon, on va résister. Et paradoxalement, du moment où le changement est mis en place, les gens s'adaptent très bien. Donc en Mmh. fait, on a vraiment un point de bascule qui est assez compliqué à enclencher et à avoir parce que les gens vont résister. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, en fait, penser, c'est bien. Avoir des grandes idées ou des expérimentations, c'est bien aussi. Mais encore, faut-elle qu'elles soient viables, généralisables à grande échelle et qu'elles s'inscrivent dans les modes de vie et dans les cultures et notamment dans les contraintes des autres individus. Et c'est tout le problème un petit peu des changements d'échelle par rapport aux initiatives, aux utopies ou aux révolutions tranquilles, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui peuvent être donnés. Et puis, troisième élément, en fait, j'en avais dit que deux, mais il y a quand même un troisième élément, euh, c'est qu'au final, pour le coup, capitalisme responsable, changement de société, c'est encore un problème d'enfants gâtés, pour le coup, de classe moyenne et de classe supérieure pour la majorité, qui ont le temps, le budget, l'envie et l'entre-soi nécessaire pour se poser des questions et faire différemment. Et on a encore pour plein d'individus une société de consommation qui est toujours le signe d'un progrès et d'une augmentation du niveau de mieux-être que plein d'individus en Occident et encore pire hors Occident n'ont pas encore atteint et veulent y avoir accès et puis qui se disent de manière directe ou indirecte, que en fait c'est un petit peu facile le discours des nouveaux sauvages et des enfants gâtés qui se disent que en fait eux et leur génération précédente ont bien profité, mais maintenant c'est la merde, donc va falloir faire différemment. Et nous, ce que l'on voit à l'échelle occidentale et d'une certaine catégorie d'individus que j'ai étudiés ne sont pas du tout les mêmes préoccupations que celles des nouvelles classes moyennes à l'échelle internationale, notamment africaines et asiatiques, qui, elles, sont assez loin de nos préoccupations et de nos enjeux de distinction à travers que ce soit les nouveaux récits ou les nouvelles offres prêtes à penser. Et sur ces offres prêtes à penser, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du moment où on nous propose un changement dans la facilité et où c'est pas la merde et on se dit qu'en plus c'est cool et que c'est super sympa et qu'on aurait dû le faire avant, et ben c'est peut-être qu'on s'est fait arnaquer et que arnaquer hein, d'un point de vue intellectuel et émotionnel et que bah peut-être c'est juste une poursuite du consommérisme et c'est pas forcément une pratique qui va changer la donne. Comment est-ce qu'en fait, on peut provoquer des changements culturels, mais réels et profonds au sein de la société, à travers en fait tous ces verrous que j'ai envie de dire, un verrou un peu systémique? Tu vois, c'est une question un peu large, mais Après, objectivement, c'est compliqué. Et là, une fois de plus, je suis pas sûre que l'anthropologue soit le meilleur expert pour te répondre à ça. Après, moi, c'est un petit peu l'ouverture que je donne à la fin de mon bouquin en disant, bon, bah, déjà, si on n'y croit plus, si on ne croit pas au capitalisme responsable, ou du moins au discours dominant que l'on va avoir dans la société, bah, forcément, on va regarder différemment, on va avoir d'autres discussions avec d'autres personnes et on va faire des choix qui vont être différents et qui amèneront une sorte d'insurrection des consciences parce que en fait, il faut jouer avec les règles qu'on a à disposition. C'est que pour le moment, on est quand même dans une société qui est très individualiste et on va pas. Et je suis pas là non plus pour prôner une révolution ou un soulèvement, mais c'est de se dire bon bah comment à l'échelle de l'individu, si on est par cette tension entre croyances et entre pratiques dans la vie quotidienne, et ben si on arrête de croire, et ben déjà on va percevoir
de manière différente la réalité, parce que ce soit l'État ou ou les firmes qui proposent ce type de service ou ce type de discours, si on a une vision très anthropologique, c'est le principe de l'intersubjectivité, c'est-à-dire la capacité qu'a un individu ou qu'a une société à organiser le réel à partir d'entités irréelles. Donc on croit aux entreprises, on croit en la marque Coca, Veja ou Nutella, on croit dans l'État, etc., ce qui va induire un certain nombre d'actions et qui va cantonner les individus dans un cadre et dans une manière de faire. Et c'est ce que l'on voit très bien dans les études que je mène et qui va un petit peu dans le même sens de ce que tu dis, c'est que du moment où une marque qui peut être décriée depuis des années, notamment dans l'industrie agro, et ben du moment où elle va faire des efforts et qu'elle va faire du responsive ou du greenwashing, et ben en fait une grande partie des consommateurs va les croire. C'est un biais de confirmation où ça nous arrange. Donc, du coup, on va adhérer à ce discours-là. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment la croyance. Du moment Hmm. où on ne croit plus dans ces discours-là, bah forcément, on fait autrement et autre chose. Et puis après, au-delà, je pense que je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ça parce que moi, je fais partie des nouveaux sauvages que j'ai étudiés et je suis pas et même si j'amène des pistes à penser pour pouvoir se réapproprier le réel et la manière de faire, et ben, je veux rester anthropologue et je veux rester où je suis. Donc du coup, pour moi, ça ne doit pas du tout venir des classes moyennes et des classes sup non plus, ou pas totalement. Parce qu'au final, on a des discours et des préoccupations qui ne correspondent pas à la majorité de la population. Et il faut en avoir conscience. C'est pas parce qu'on dit qu'on veut faire le bien ou qu'on va dans le bon sens qu'on le fait vraiment, quoi. Il faudra aussi assumer les conséquences des choix que des personnes comme toi ou comme moi font à la fois dans nos écrits, dans nos postures idéologiques et de vie, parce qu'à un moment donné, il faudra aussi assumer les conséquences de ce qu'on initie ou ce qu'on essaye d'amener. Et pour revenir sur cette question de croyance et se défaire des croyances, j'avoue que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe même de dire, en fait, peut-être que la première chose à faire, c'est d'adopter en quelque sorte un certain esprit critique Mm. par rapport à finalement notre manière d'être au monde et déjà de le regarder différemment pour sortir d'une croyance ininterrogée. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement en fait pour interroger ces croyances. Qu'est-ce que toi tu as pu voir à travers justement tes réflexions, tes études, ta recherche là-dessus qui semble intéressant. Alors là, j'ai l'impression que je vais te sortir des grosses banalités, mais d'un côté, l'anthropologie, c'est aussi la science du bon sens et je suis là pour amener, des vérités qui sont tellement grosses parce qu'on les vit, qu'on ne les voit plus. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je tente ma chance. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est l'esprit critique, mais l'esprit critique, en fait, comment il va se caractériser dans une période, où l'éco-responsabilité est la nouvelle culture légitime? J'ai tendance à dire que du moment où tout le monde, dans un groupe social, dans une assemblée ou sur un sujet, pense la même chose et est persuadé qu'il fait partie du camp du bien avec un grand B, et ben peut-être que là déjà il y a un problème et qu'à l'échelle de la personne, on doit se poser une question. Est-ce que c'est vraiment des gentils? Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt du collectif et du vivant si on a ce discours qui est uniformisé? Donc, la première chose, c'est de se dire à chaque fois que tout le monde pense la même chose autour de l'éco-responsabilité, c'est peut-être qu'il y a un loup, qu'il se faut poser la question. Le deuxième, c'est d'oser la confrontation et le débat. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord hein, sur l'éco-responsabilité, tout le monde ne s'investit pas dans les mêmes valeurs et n'a pas les mêmes pratiques et n'a pas les mêmes contradictions. Et ça, c'est important de conserver un débat, d'oser la nuance et de confronter ses points de vue, que ce soit avec ses proches, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans le débat public de manière plus générale. Et c'est ce que j'essaye de faire et d'amener auprès de mes étudiants, mais également dans le cœur des recherches que je vais mener, c'est que en fait, il n'y a pas de gentil et de méchant, c'est pas blanc ou c'est pas noir, mais du moment où on a un discours unique, là c'est dangereux, même si ce discours, en fait, il va dans le sens
de la transition et de l'éco-responsabilité. Et puis, peut-être, c'est aussi d'aller voir des personnes qui sont pas du tout d'accord avec nous, soit en termes de style de vie, de pratique de consommation, d'idéologie politique, religieuse ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, on apprend toujours plus des gens qui sont différents de nous et qui pensent différemment de nous que de ceux qui sont proches et qui semblent avoir un discours rassurant car très proche de nos idées. Donc, si on reste dans une société comme la nôtre pour le moment, c'est vraiment à chaque fois de se dire bon bah méfions-nous quand tout le monde dit la même chose, oser la nuance et le débat et allons voir ailleurs auprès d'autres personnes qui ont des points ou des postures qui peuvent nous irriter pour essayer de comprendre leur logique et de se dire bon bah moi par rapport à toutes ces informations comment je redeviens acteur pour le coup de mes croyances pour avoir des pratiques qui sont peut-être un petit peu différentes que si j'avais suivi ou que je m'étais laissé porter par le flot du moment. Fanny, merci infiniment pour cet échange. Je rappelle à tout le monde ton livre, Les enfants gâtés, que je recommande vraiment chaudement. C'est passionnant, ça se lit à la fois vite, mais c'est très profond. Vraiment, voilà, courez l'acheter chez votre libraire. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.